Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur l'expertise. Nous vivons dans un monde où nous avons appris à vénérer les titres, les blouses blanches et les diplômes accrochés au mur. On nous répète que si quelqu'un a passé 10 ans sur les bancs d'une faculté de médecine, il sait. Mais est-ce qu'il comprend? Ou est-ce qu'il a simplement une mémoire photographique pour les étiquettes? Imaginez la scène. Un hôpital universitaire entier, des dizaines de spécialistes, des professeurs renommés, tous penchés sur le cas d'une jeune femme qui dépérit. Ils ont tout, les manuels, les protocoles, l'autorité. Et pourtant, ils piétinent. Ils se trompent. Ils ignorent leurs propres tests. Ils s'enferment dans des certitudes fragiles. Et là, au milieu de ce temple du savoir médical, débarque un gamin de 22 ans. Il n'est pas médecin. Il n'a jamais disséqué un corps. C'est un étudiant en physique. Son seul outil? Une carte de bibliothèque et une obsession radicale pour une question que les experts ont oubliée. Pourquoi? Ce gamin, c'est Richard Feynman. Et ce qu'il va découvrir en quelques heures dans une bibliothèque de Princeton ne va pas seulement humilier l'institution médicale de l'époque. Cela va révéler une faille systémique dans notre façon d'apprendre et de traiter la vérité. Une faille qui, je vais vous le prouver, ronge encore nos institutions en 2026. Vous pensez que les experts vous protègent? Vous pensez que le savoir est une accumulation de noms latins? Accrochez-vous, car on va déconstruire le mythe de l'autorité pour découvrir la beauté brutale du réel. Bienvenue dans l'histoire d'Arlen Greenbaum, de l'homme qu'il aimait et du jour où la physique a dû sauver la médecine d'elle-même. Tout commence par une bosse, une simple bosse sur le cou d'Arlen. Son oncle, médecin diplômé, lui dit « masse ça avec de l'huile d'oméga ». C'est son opinion d'expert. Mais la bosse ne part pas. Elle revient, plus grosse. Les fièvres arrivent, la douleur aussi. Un deuxième docteur l'hospitalise et lâche le verdict. Fièvre typhoïde. On l'isole, on sort les blouses de protection, la quarantaine totale. Feynman, fidèle à sa méthode, ne prend pas le diagnostic pour une vérité biblique. Il va à la source. Il découvre que pour la typhoïde, il existe un test définitif, le test de Widal. C'est binaire, c'est de la logique pure, c'est du oui ou du non bactériologique. Il demande au médecin « Quel est le résultat du test ?» La réponse? Négatif. C'est là que le cerveau de Feynman et le vôtre devrait bugger. Si le test est négatif, pourquoi la quarantaine? Pourquoi les blues? Pourquoi la traiter pour une maladie qu'elle n'a pas? Le docteur ne répond pas. Pire, il se vexe. Il appelle les parents d'Arlen pour se plaindre de ce gamin arrogant. On touche ici au premier grand mythe, l'idée que le prestige remplace la preuve. Dans l'esprit du médecin, son titre de « docteur » pèse plus lourd que le résultat négatif d'une boîte de pétri. C'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. C'est une erreur logique fondamentale. Feynman écrit plus tard « Ces gens ne savent pas ce qu'ils font et s'insultent quand vous faites une suggestion. » Mais Arlen empire. Les ganglions enflent partout. Un nouveau spécialiste arrive et parle de maladies lymphatiques. Lesquelles? Il ne sait pas. Alors Feynman entre dans la bibliothèque de Princeton. Il ne cherche pas à se souvenir, il cherche à construire un modèle mental. Il ouvre les manuels sur le système lymphatique. Premier chapitre, la tuberculose des glandes lymphatiques. Le livre dit « C'est très facile à diagnostiquer ». Feynman, avec une logique implacable, l'écarte immédiatement. Si c'était facile, ses experts l'auraient déjà trouvé. C'est sa seule erreur, mais une erreur de puriste. Il a surestimé l'intelligence du système. Feynman continue sa lecture. Il tombe sur des noms comme lymphadénome ou maladie de Hodgkin. Et là, il remarque une absurdité qui lui fait l'effet d'un court-circuit. En lisant attentivement les descriptions cliniques, il réalise que la seule différence entre deux diagnostics est la survie du patient. Si le patient meurt, on appelle ça X. S'il survit un peu plus longtemps, on appelle ça Y. C'est de la taxonomie de salon, pas de la science. C'est comme si un physicien disait qu'une pomme tombe à cause de la gravité si elle touche le sol, mais à cause de la chute si elle rebondit. On nomme les choses pour cacher le fait qu'on ne les comprend pas. Feynman conclut que c'est incurable et en parle à Arlen. Quand elle pose la question à son médecin, il bafouille. « Oui, c'est une possibilité. »
Sur son dossier, il écrit « Maladie de Hodgkin ?» avec un point d'interrogation. Un étudiant de 22 ans, en quelques heures de lecture critique, est arrivé au même niveau de certitude qu'un collège de médecins. Pourquoi? Parce que Feynman ne confondait pas le nom d'un objet avec l'objet lui-même. C'est l'analogie du quotidien. Vous pouvez connaître le nom d'un oiseau dans toutes les langues du monde. Si vous ne savez pas comment il migre, ce qu'il mange ou comment il vole, vous ne savez rien de l'oiseau. Vous connaissez juste les humains qui en parlent. À l'hôpital, une scène surréaliste se produit. Un petit médecin de quartier sort en courant d'une réunion et demande à Arlène « Est-ce que vous crachez du sang ?» L'infirmière le chasse comme s'il était un nuisible. « C'est un fauteur de troubles », dit-elle. Feynman écrira « Je n'ai pas percuté sur le moment. » Cracher du sang, c'est le symptôme classique de la tuberculose. Le seul homme qui posait la bonne question était celui que le système rejetait parce qu'il ne respectait pas le décorum de la théorie officielle. On préfère une erreur élégante et consensuelle à une vérité qui dérange le protocole. Le système finit par trancher. Hodgkin, condamnation à mort. Mais au lieu de la vérité, les médecins choisissent le mensonge protecteur. On va lui dire que c'est une fièvre glandulaire, disent-ils à Feynman. Ils organisent même une embuscade familiale pour faire pression sur lui. Ses tantes, ses parents et même sa petite sœur de 11 ans en pleurs le traitent de monstre parce qu'il veut dire la vérité à la femme qu'il aime. C'est ici que le paradoxe devient philosophique. La médecine de l'époque ne se contentait pas de l'ignorance technique, elle pratiquait l'ignorance morale. Feynman craque, il ment, et il meurt intérieurement. Jusqu'au moment où Arlène, avec cette lucidité terrifiante des mourants, le regarde dans les yeux et demande « Richard, dis-moi la vérité. » Quand il finit par avouer, elle ne pleure pas sur son sort. Elle s'inquiète pour lui. « Mon Dieu, ils ont dû te faire vivre un enfer. » Elle lui rappelle leur pacte. « On sait ce qu'on fait. On a raison. » Cette éthique de la vérité, c'est l'essence même de la science. Car le diagnostic final tombe des mois plus tard, et il est accablant. Ce n'était ni la typhoïde, ni le Hodgkin. C'était une tuberculose lymphatique, probablement contractée à cause d'un verre de lait non pasteurisé. Tous les experts s'étaient trompés. Le petit médecin, fauteur de troubles, était le seul sur la piste. Arlène meurt le 16 juin 1945. À son chevet, l'horloge s'arrête à 9h21. Pour n'importe qui, c'est un signe mystique. Pour Feynman, c'est un problème de mécanique. Il sait que l'horloge était fragile, que l'infirmière l'a manipulée pour noter l'heure du décès dans la pénombre, détraquant le mécanisme. Même dans le deuil le plus absolu, il refuse de se laisser berner par une coïncidence poétique. Pourquoi? Parce que la réalité, même cruelle, est plus digne de respect que n'importe quelle fiction réconfortante. C'est la leçon de sa vie. La vérité n'a pas besoin de nous pour exister, mais nous avons besoin d'elle pour être libres. En 1974, Feynman donne un nom à ce naufrage intellectuel, la science des cultes du cargo. Il décrit ces insulaires du Pacifique qui, après la guerre, construisaient de fausses pistes d'atterrissage avec des feux de camp et des casques en bois pour faire revenir les avions de ravitaillement. Tout y était, l'apparence, le rituel, mais aucun avion ne se posait jamais. C'est l'image parfaite de notre système actuel. On peut porter une blouse, avoir des financements et publier dans des revues prestigieuses tout en faisant du cargo culte. Suivre la forme de la science sans en comprendre le fond. En 2026, des revues médicales utilisent encore ce terme pour décrire la crise de la reproductibilité. Des milliers d'études s'effondrent dès qu'on essaie de les vérifier. Pourquoi? Parce qu'on a appris aux experts à mémoriser la carte, mais jamais à marcher sur le terrain. La leçon de Feynman est un électrochoc. Le premier principe est de ne pas se mentir à soi-même, et vous êtes la personne la plus facile à duper. Que ce soit face à un cancer, le sien, qu'il a analysé avec la même rigueur jusqu'à son dernier souffle en 1988, ou face à un dogme social, la question reste la même. La beauté du réel ne réside pas dans les certitudes tranquilles, mais dans l'honnêteté de l'incertitude. Comprendre, c'est accepter que le pourquoi est plus puissant que le quoi. C'est regarder le monde sans le filtre de nos peurs ou de nos diplômes. La science n'est pas un dictionnaire de réponses, c'est la croyance en l'ignorance des experts.
Alors, la prochaine fois qu'on vous impose une vérité sans pouvoir l'expliquer, souvenez-vous de l'étudiant avec sa carte de bibliothèque. Ne vous laissez pas impressionner par le décorum. Posez la question qui fâche. Cherchez la mécanique derrière l'horloge. Parce que voir le monde tel qu'il est, dans toute sa complexité brute et magnifique, c'est le seul moyen de vraiment l'honorer. Si tu veux voir le monde tel qu'il est, abonne-toi.